ils créent comme une sorte de personnalité. Les interactions avec leur environnement, avec les gens avec lesquels ils travaillent, avec leurs collègues, il faut lâcher prise sur les autres. Chacun a un travail à faire. Tu viens, tu fais ton travail et tu t'occupes de rien. C'est-à-dire que même à sa naissance, dans ses cellules, il a la mémoire génétique de sa lignée. Il a tous les programmes qui lui permettent de respirer, de marcher, etc. C'est compliqué de parler de mission de vie parce qu'on ne sait pas. En réalité, qu'est-ce que la mission de vie? On parle souvent de mission de vie, mais en réalité, on commence à découvrir ce que nous sommes à partir du moment où on commence à regarder intérieurement ce qui se passe. Parce que dans nos habitudes, on ne regarde qu'à l'extérieur, on vit avec notre extérieur, on a une interaction avec l'extérieur. Bonjour tout le monde, معكم دعاء ومرحبا بكم في حلقه جديده من بودكاست كارير. لو بودكاست اللي كنختاروا ندخلوا فيه العالم ديال لو سالاريال، العالم ديال الخدمه ولا دوطخ دومين بور سانتيريسي شكون هو داك لومان ديغيغ لي تيتر. اليوم جا انفيتي سبيسيال اللي اختار ما يمشيش في لو شومان ستاندار اللي كتفرضوا علينا لا سوسيتي، مي اختار سون بروبر شومان، داز من السالاريا لونتربرونيا واليوم اختار لا فوا ديال لا ثيرابي ولا بسيكوجينيالوجي اي اون ميم طون سي ان écrivain. معايا سي محمد مطيره، je suis ravie de t'accueillir. Merci. Merci Je suis ravi aussi. Merci. L'invitation. Merci pour votre invitation. Merci. Merci de me recevoir. Oui. Avant de commencer les questions ديالنا، إلا شي واحد ينفيستي لو طون ديالو اللي هو أهم حاجة عند اليوم في هذا الوقت باش غادي يخرج من الابيزود. Une vision différente, une approche sur un autre angle, on va dire des projections qui ne sont pas visibles forcément dans le quotidien. Et peut-être un nouveau futur qui peut se présenter pour chacun, selon en tout cas c'est ce qu'on espère tous. Très bien. Alors merci d'investir le temps ديالكم في هذا الابيزود هذه مع سي محمد مطيره. أول question c'est إلا حدنا لك لي تيتر le parcours les expériences de vie اللي دزتي منهم شكون هو محمد؟ Mohamed avant tout c'est un humain tout simplement, qui essaye de se découvrir, essaye de se comprendre, essaye de... Après tout un long parcours... c'est ça ce que j'allais dire, après toutes ces années, tu te découvres. Voilà, c'est ça. Donc, qui est Mohamed? C'est quelqu'un qui a comme gravi, on va dire, cette montagne pour découvrir le sommet, pour découvrir qui il est. Qu'est-ce qu'il y a en dessous de cette terre, qu'est-ce que c'est quoi cette matière, c'est quoi ce sentiment, c'est quoi ces émotions, c'est quoi tout ce qui le gère, tout ce qui génère en lui ce qu'il est. Très bien. Donc si quelqu'un m'a dit c'est un peu compliqué par les matières, par les émotions, quelqu'un qui dart fait le chemin hadi, on peut parler peut-être de mission de vie. Ça fait partie de ce que tu essaies de découvrir ou là c'est compliqué de parler de mission de vie parce qu'on ne sait pas. En réalité, qu'est-ce que la mission de vie? On parle souvent de mission de vie, mais en réalité, on commence à découvrir ce que nous sommes à partir du moment où on commence à regarder intérieurement ce qui se passe. Parce que dans nos habitudes, on ne regarde qu'à l'extérieur, on vit avec notre extérieur, on a une interaction avec l'extérieur, mais jamais avec notre intérieur. Nous fuyons la plupart du temps notre intérieur parce que nous avons du mal à comprendre ce que nous sommes. Nous pouvons comprendre les autres parce qu'on voit surtout la façade de ce que présentent les autres, mais en réalité, le grand travail que nous avons à faire, il est très difficile à accomplir, si ce n'est lorsqu'on commence à faire ce travail, il n'y a que la volonté de soi, sur soi, qui permet ce travail. Je pense à le point, c'est un peu difficile de au début de l'épisode, se concentrer un peu sur ton parcours. Comment ça se fait انك بديتي من السالاريا ودزتي l'entrepreneuriat ou tu as décidé de changer carrément de voie? هضر لي un petit peu على هذا J'étais très ambitieux. En fait, parcours scolaire, c'était pas quelque chose qui m'intéressait. Je voulais absolument gagner de l'argent très vite. Et j'ai suivi différentes filières, j'ai fait différents travails. J'ai commencé au bas de l'échelle. Je travaillais sur les marchés à un moment donné. J'ai vécu en Europe, pour préciser. Donc, je vendais des vêtements, j'ai vendu toutes sortes de choses. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à avoir plus gros. Donc,
et plus grand. J'avais une vision, une ambition ça débordait, j'étais très créatif et je voulais absolument toucher à tous les niveaux, à tout domaine plutôt, pour gagner énormément d'argent. C'était l'argent qui me motivait. Donc j'ai vendu de l'automobile, j'ai pas vendu de l'immobilier, c'est tout ce qui est... J'ai créé des entreprises, différentes entreprises, de la restauration J'ai fait aussi tout ce qui est rénovation sur des chantiers. Et ensuite, j'ai eu une entreprise où j'avais plus de 50 salariés. Donc, bon, c'était dans l'agroalimentaire. Et c'était surtout la distribution de différentes viandes. Alors, on distribuait tout le monde. Et j'ai commencé à m'attaquer à ce niveau-là. Si vous voulez, c'est un peu spécial parce que cette entreprise m'a fait découvrir un autre niveau. C'est-à-dire qu'on pouvait travailler dans la société avec différents organismes, comme par exemple, je travaillais avec des universités. Je fournissais leur cantine. Je fournissais les administrations. Et c'était à une autre échelle, parce que c'était en tonnage. Donc il y avait beaucoup à gagner. Puis, c'est ce qui a pu me faire voir encore plus grand, c'est-à-dire vouloir toujours aller plus loin, voir. Et c'était pas, je regardais pas ce que j'allais gagner, je regardais ce que j'allais faire. D'accord. J'étais pas dans à la fin de ce cheminement, si je peux dire, je ne voyais plus le gain. C'était plutôt de créer quelque chose, de bâtir quelque chose, de faire participer, d'amener des gens et de réunir les gens. C'était conscient ou pas? Tu as commencé avec la volonté de gagner de l'argent. Oui. La motivation, c'était l'argent. كيفاش دزتي la motivation de gagner de l'argent, de connaître plutôt, de découvrir avec l'humain ou les employés les canadiens? Le côté humain, je l'ai toujours eu. Mais c'est juste qu'on travaille entre l'inconscient et la conscience, et la partie consciente, qui nous permet justement d'avoir un peu plus de discernement. Quelqu'un de conscient qui fait les choses consciemment, il a un petit peu plus de discernement. Alors, ça ne veut pas dire qu'il fait les choses bien, mais il est conscient de ce qu'il fait. Il peut avoir un discernement sur le bien fondé de ce qu'il établit, de ce qu'il projette, de ce qu'il propose. Mais au sein de l'entreprise, quand j'avais cette interaction avec les salariés, j'essayais toujours de me mettre à la place des autres. Alors, j'étais un peu spécial parce que je ne me considérais même pas comme patron au sein de l'entreprise puisque j'étais tout le temps avec eux. Alors, petit déjeuner, je préparais les camions, je faisais comme si j'étais un simple salarié. Parce que je voulais toujours qu'ils soient à l'aise. Je détestais les conflits, je n'aimais pas les tensions. Donc, je faisais pratiquement tous les jours le même, on va dire, le même traitement aux salariés. Et ce qui fait que j'avais très peu de conflits avec eux. Parce que moi-même, étant passé par cette case-là, j'ai travaillé pour différentes entreprises et forcément, il y a eu des tensions, des conflits. Raconte-moi un peu avec l'expérience le salarié. شنو تعلمتي منها ou plutôt si quelqu'un est toujours salarié شنو خصو يعرف على les compétences ديالو les limites ديالو ou les relations au sein de la société اللي خدام فيها. Les salariés, d'abord il faut voir le côté humain chez l'individu. On n'est pas tous pareils. Il y a 3 types de salariés. Il y a le salarié qui est très motivé, qui veut gravir les échelons, qui lui peut faire partie des murs, des piliers de la société. Il y a celui qui va être salarié parce que c'est son gagne-pain, il pense qu'à son salaire, voilà, payer ses factures. Il n'a pas d'autre ambition que d'avoir un salaire pour pouvoir subvenir à ses besoins. Et il y a un troisième cas, c'est celui qui ne sait pas où est sa place. Il est toujours à la recherche. Et celui-là,
il va tester plusieurs entreprises. Il va être là, il va partir, quitter à un moment donné. Et puis jusqu'à ce qu'il découvre, ça a été un peu mon cas. Alors, j'ai travaillé pour plusieurs boîtes différentes, dans différents domaines. Et en fait, j'étais toujours à la recherche de quelque chose. Mais en fait, je suis à la recherche de quoi? De toi-même. De moi-même, exactement. Mohamed, il est c'est quoi le prix invisible que tu as payé? Mais tu as suivi le chemin standard. Il n'y a pas de prix invisible à payer. Pas vraiment. Il y a le coût émotionnel, si on peut parler d'émotion, ressenti intérieurement, qui change un peu les vibrations du corps, parce que lorsqu'on commence à travailler avec soi, c'est-à-dire que tout ce qui m'intéresse, c'est rester centré sur ce que je suis pour voir, on va dire, tout ce qui me gêne, et ça, c'est ça le prix, le prix émotionnel. De choses, d'habitudes, on va dire, des choses qui se présentent dont on n'a pas l'habitude, dont l'humain n'a pas l'habitude. Ouais. Donc comme on a une habitude de fonctionnement, lorsqu'on change cette habitude, il y a des reflux. Ouais. Et c'est ça le prix. C'est ces reflux, c'est juste l'évacuation de choses qui n'ont plus leur place, tout simplement. Donc comment quelqu'un qui veut changer sa situation, il sait que ça ne sera pas confortable, oui. C'est quoi le conseil que tu donnes? C'est de lâcher prise sur les mouvements intérieurs. C'est-à-dire que, je m'explique, lorsqu'il va ressentir des désagréments, de vraiment pas se focaliser dessus. De passer par le sourire d'acquérir quelque chose de nouveau. La joie d'être dans quelque chose comme la découverte d'un nouveau monde, de quelque chose qui va faire du bien. De penser toujours positivement pour que la transition soit vraiment agréable pour l'individu. Très bien. C'est la positivité. عارفين que les salariés qui doivent la majorité de leur temps dans un environnement un peu dur. Je ne vais pas dire toxique, je n'aime pas le mot toxique. Un environnement qui est pas bien pour lui. كيفاش يقدر يكري هذيك la joie في النهار ديالو même s'il n'est pas satisfait de la situation. Il y a une façon de faire au sein d'une entreprise, surtout quand il y a beaucoup de salariés, qu'il y a des conflits, où tout simplement on ne peut pas s'entendre avec son environnement, on va dire. Il n'y a pas que les salariés, il y a aussi l'environnement de la société elle-même. Ce qu'elle propose, ce quotidien qui est un peu, on va dire, redondant. L'être, la seule solution qu'il a, c'est d'accepter tout ce avec quoi il est en interaction pour ne pas le subir. C'est-à-dire qu'il doit accepter ses collègues de travail, son entreprise, les dirigeants, tels qu'ils sont, tels qu'ils se présentent, pour ne pas les subir. Il n'est pas concerné par eux. S'il est concerné par eux, c'est qu'il doit corriger en lui ce qu'il reproche aux autres. On dit souvent que c'est l'autre, c'est notre miroir. Tout le monde est un miroir. Ouais. Si tu vois le défaut chez l'autre, il est d'abord chez toi. Donc c'est ce travail-là que l'humain doit voir. Et c'est ça la partie la plus difficile. Ouais. Mais beaucoup de salariés arrivent dans l'entreprise déjà chargés émotionnellement parce qu'ils ramènent leur bagage dans l'entreprise déjà. C'est ce qu'on appelle les blessures émotionnelles ou les traumas d'enfance? Comment on peut appeler ça? Alors ce n'est pas des blessures forcément qui sont liées à un passé ou à un traumatisme ou quoi que ce soit. C'est juste comme le quotidien est chargé de problématiques, chacun a son lot. Des problèmes d'argent, des problèmes familiaux, et les gens sont chargés d'un tas de choses. Je ne parle même pas de la mémoire qu'ils portent, de leur enfance, je parle juste du quotidien. Ils viennent avec les problèmes. Donc tout le monde arrivant avec les problèmes, forcément ça crée des tensions. Il y en a qui n'ont pas envie de travailler, il y en a d'autres qui veulent s'accaparer le travail des autres, ils trouvent que c'est de l'injustice. Et ça, au sein du monde du travail,
C'est le lot quotidien des salariés. Et ils doivent faire avec. Il y a des astuces pratiques à part l'acceptation. C'est parce que fais-je tout l'acceptation, tu as déjà fait un travail sur soi qui prend énormément de temps. C'est quelqu'un qui souffre vraiment de l'environnement. Alors, moi, il m'est arrivé, je donne cet exemple, il m'est arrivé à un moment donné, j'avais déjà commencé un travail sur moi, et lorsque j'allais au travail, je ne faisais que ce pourquoi, je faisais que mon travail, sans me préoccuper de ce que font les autres. La problématique des salariés, c'est qu'ils s'occupent toujours de ce que fait l'autre. Ou lorsque quelqu'un fait son travail, il y a toujours quelqu'un qui vient essayer de s'immiscer dans son travail. Alors ça crée beaucoup de tensions, sachant que l'individu déjà, il est déjà chargé, on vient le surcharger. Alors moi, au sein du travail, je m'occupais de mes tâches quotidiennes, mais je m'occupais de personne. Même quand quelqu'un venait me surcharger, je l'ignorais presque. Je répondais normal, mais j'étais pas avec lui. Parce que je voulais maintenir cette neutralité, si on peut l'appeler comme ça, si on peut appeler ça comme ça, il faut être neutre au sein d'un travail. Donc tu parlais quand quelqu'un qui vit pour te déranger ou là te raconter ses propres problèmes ou là toucher à ton travail. Alors tous les domaines, tous les domaines. Quelqu'un qui vient pour se décharger, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent raconter leurs problématiques, on peut écouter 5 minutes et puis poliment dire écoute, on m'appelle, je devais faire un truc, je dois y aller. Alors ça paraît agressif comme ça de couper, mais c'est le mieux à faire. Sinon, ça ne se termine pas. Ça peut nous impacter. C'est quoi, si tu peux nous expliquer, quelqu'un quand il vient, il nous raconte ses propres problèmes et après, on a la boule à l'intérieur, c'est comme si c'est notre problème. Et on ne comprend pas, parce qu'on n'est pas conscient. On sent juste après une discussion avec quelqu'un, on sort avec peut-être une tristesse, une colère, alors que c'est même pas la nôtre. Parce que la plupart des gens sont comme, on va dire, ont une sensibilité à percevoir les énergies. Quand on parle d'énergie, par exemple, une pensée, une émotion, c'est de l'énergie. Une idée, c'est de l'énergie. Peu importe ce que vous faites, c'est de l'énergie. Et il y a des personnes qui vont venir vider leur sac et l'interaction qu'ils ont avec l'autre personne, en fait, la personne en face d'eux va absorber comme une éponge. Et ensuite, elle est surchargée par ce flot d'émotions. Lui s'est déchargé, l'autre repart chargé. Comment se protéger de ça? Mais il faut absolument, par une intention, l'intention de l'individu, et il y a Shnukat Noui, l'intention de l'individu permet justement c'est-à-dire mon intention, c'est de me protéger. Tu as l'intention de te protéger de toute chose. Je veux être dans mon bien-être, dans ma joie, dans ma protection, mais en même temps, je respecte l'autre. Voilà, à ce moment-là, il n'y a aucun impact, parce que ça sera déchargé autrement. Et puis, cette façon de couper avec les êtres qui essayent toujours de... Parce que si aujourd'hui tu as absorbé, il reviendra une autre fois pour refaire la même chose. Donc, à un moment donné, quand on prend l'habitude de « Ah, j'ai laissé quelque chose... voilà. On peut trouver des excuses comme ça. Ça paraît... C'est pas impoli ni quoi que ce soit, mais au sein d'un travail, on fait son travail. On est là pour travailler, pas pour... Et donc, c'est dur de dire pas pour créer des amitiés ou des connaissances. On peut créer des amitiés. Justement, au sein d'un travail, on peut trouver des amis. Il y en a qui se marient, qui trouvent le futur mari, la future femme. Voilà, c'est des environnements assez agréables pour la plupart du temps. Mais il se crée aussi des tensions, des choses qui sont pas claires. Pourquoi ? Parce que chacun ramène son petit caillou qu'il jette dans la mare, et à la fin, il n'y a plus de mare. Et ça crée beaucoup de tensions, beaucoup de conflits, même avec l'administration, surtout quand les gens c'est-à-dire ne donnent pas le travail escompté, c'est-à-dire
il n'y a pas de résultat, elle ne donne pas de résultat. Donc ça peut créer de conflits, ça peut retomber, et il faut toujours un coupable. Donc ça va tomber sur quelqu'un à un moment donné, parce que tout le monde va décharger sur lui, et tout le monde cherche un coupable, pour éviter justement d'être le coupable. De se retourner vers soi. Si quelqu'un veut commencer le chemin de la connaissance de soi ou la conscience, est-ce qu'il y a des étapes, des astuces simples pour commencer ce travail? À parler de quelqu'un, un thérapeute, un psy. Il n'y a pas de solution miracle. La solution miracle, c'est quand l'individu lui-même, peu importe qui il est, femme, homme, ça n'a pas d'importance à quel âge, c'est lui qui décide. C'est pas quelque chose qu'on peut proposer. C'est quelque chose qui nous habite. C'est où, à un moment donné, on sent que voilà, on a fait le tour de la roue, et puis on doit passer à autre chose. D'accord. Donc c'est un peu ce qui est proposé dans la vie, c'est comme des sphères. Quand vous avez fait le tour, la sphère philosophique, quand vous en avez fait le tour, ben, il faut partir vers une autre sphère. Parce que vous en avez fait le tour. Et, etc., etc. Philosophique. Mais généralement, les gens qui me vers le changement ou la connaissance, font qu'ils ont une situation difficile, ou là, des problèmes, ou là, une souffrance. Du coup, c'est c'est insupportable, et donc ils cherchent d'autres solutions. C'est là où la personne retourne généralement vers soi. Pas quand c'est monotone ou là, quand tout va bien. Ça dépend. Ça dépend. La plupart des êtres qui ont fait un développement sur soi ont vécu beaucoup de traumatismes, beaucoup de problèmes, beaucoup de chocs dans leur vie, ont beaucoup souffert. Alors donc, ils cherchent toujours une alternative à sortir de cette souffrance. La problématique c'est que même eux sont perdus. Pourquoi? Parce que beaucoup de voix s'offrent à eux, mais ils n'écoutent toujours pas la voix intérieure. Donc ils vont chercher des solutions auprès de gens, de thérapeutes, etc. Mais ce n'est pas votre voix. Votre voix, c'est votre voix intérieure, déjà. Et puis, alors, tous ces chemins d'aller voir, de faire des formations, d'aller voir des thérapeutes, tout ça, c'est une bonne chose. Parce que ça donne... C'est comme quelqu'un, par exemple, qui a soif de connaissances, et puis il va s'abreuver d'un tas de lectures. Alors il va lire, et puis à un moment donné, ben voilà, il a sa soif d'ouvrage, et ça y est, c'est bon, il a sa dose, et il passe à autre chose. Là, dans ce cas, ça peut servir, on va dire, de tremplin pour comprendre certains phénomènes, comme le phénomène des émotions, des pensées, etc. Ouais. C'est une bonne chose d'aller faire des formations pour comprendre un peu comment l'humain fonctionne. Et la plupart des gens qui ont souffert passent par là. Mais le vrai travail ne commence que lorsque l'individu commence à se mettre dans ses ressentis pour ressentir ce qu'il est. Et ce que nous sommes, chacun, moi je ne peux pas dire que nous sommes tous pareils, nous sommes tous câblés, j'utilise souvent ce terme, nous sommes tous câblés différemment. Ce qui est une bonne chose. Mais justement, la diversité dans ce monde, c'est parce que tout le monde n'est pas pareil. Si tout le monde était pareil, on serait des machines. Et on aurait un fonctionnement. Et chacun est unique. Et dans sa spécificité, dans sa qualité, dans ce qu'il propose, chacun est unique. Si tout le monde faisait ressortir ce qu'il est, on aurait un paradis sur Terre. On n'aurait pas ce monde comme ça. On ne le comprend pas. Parce qu'on est tellement dur avec nous-mêmes, on ne voit pas les qualités. On voit toujours que le... On ne peut pas le voir. Parce que les qualités, c'est comme cette île qui est très loin, qu'on veut atteindre et qu'on ne peut pas... Mais en fait, elle est là. Elle nous habite. C'est juste qu'on a mis des priorités, que j'appelle moi des programmes, dans notre vie, dans notre fonctionnement, à travers notre éducation, à travers notre culture, à travers toutes ces choses-là. On a mis des priorités, comme si c'est ça la tendance, c'est ça la bonne chose, c'est ça le bon chemin. Et donc, c'est devenu des programmes qui s'activent avant tout le reste. C'est-à-dire que tout le reste passe en arrière-plan. Et on ne peut pas l'atteindre. On a beau essayer de toucher, c'est toujours les mêmes programmes qui viennent vous remettre sur le même
sur les mêmes rails. De ces programmes. Mais justement, c'est là où le travail sur soi, à regarder une pensée, par exemple, si je donne un exemple, une pensée qui vient, qui fait partie d'un programme, on n'est pas obligé d'obéir à cette pensée et de l'appliquer. On peut la regarder et dire, bon, bah toi, à chaque fois, tu viens, et c'est toujours le même mouvement qui se présente. Je fais toujours la même action. Là, je la regarde, je fais un sourire, je dis, je sais, et j'applique pas. Là, tu désinstalles le programme, une partie du programme qui se désinstalle, parce que tu ne le regardes même plus. La prochaine fois qu'il se présente, tu peux regarder intérieurement, juste du coin de l'œil comme ça, et ça part, parce que tu n'appliques pas. Tu passes d'un être inconscient à un être conscient, de ce qu'il est. C'est parce que tu commences à regarder tes pensées, les émotions, c'est la même chose. Mohamed, tu accompagnes des employés, des salariés, qui jouent pour des séances. C'est quoi la souffrance fréquente qui joue bien, avec le bagage émotionnel qui joue bien les employés que tu accompagnes? Ou l'humain en général? La plupart des gens sont frustrés de ne pas exprimer ce qu'ils sont, ou ils ne sont pas compris. Et la plupart du temps, c'est souvent de leur propre famille. C'est souvent des proches. Ensuite, c'est de la société en général. Alors, il y a une explication à tout ça, c'est parce que au sein d'une famille, c'est comme une propriété. Nous sommes la propriété de la famille, donc forcément, l'enfant va être sous la dominance de ses parents. Il n'y a pas le respect d'une famille, par exemple, entre cette relation qu'il y a entre les parents et les enfants, d'être clair. Il y a toujours une inclination, une frustration. Alors, chacun a son vécu, chacun a son environnement, mais j'ai rencontré aussi des gens qui avaient eu une belle vie, des parents qui ont su donner les bons ingrédients au bon moment. Et puis on a des êtres qui grandissent épanouis, joyeux, qui partagent aussi, ils sont très créatifs, et qui être dans la surcharger quelqu'un pour dire moi je suis celui qui contrôle, c'est ça qui revient chez la plupart des patients. C'est toujours une dominance de quelqu'un, la dominance de quelque chose. Mais moi je l'appelle énergie. C'est une énergie dominante qui veut faire plier l'individu pour qu'il soit au service de quelqu'un d'autre. Qu'elle rentre dans le moule. Voilà, mais même dans une relation de couple, il y a toujours un dominant. J'ai raison, il n'y a pas cette entente de neutralité. Dans un couple, il doit y avoir une neutralité pour que tout soit équilibré. Il y ait pas, sinon, il y a toujours conflit, il y a toujours tiraillement, il y a toujours ces choses-là. Donc, c'est toujours la même chose qui revient. Ce qui se passe au sein d'une famille, on le retrouve dans le couple, on le retrouve au sein des entreprises. C'est la même chose. Comment tu les aides à soulager de la souffrance? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Sincèrement, je ne sais pas parce que dans mon cas, c'est au cas par cas. Au cas par cas, on va dire que j'ai travaillé beaucoup mes ressentis, ce qui fait que je peux ressentir l'individu ce dont il a besoin. Alors je ne sais pas si l'énergie de mon intention fait que ça rééquilibre l'individu, je ne sais pas. Mais c'est comme ça que je le vois. Parce que dans mon intention, c'est que je voudrais qu'il ressente ce que moi je ressens intérieurement dans mon équilibre. C'est-à-dire quand je suis bien, quand je suis à l'aise, comment est-ce qu'il devrait être. Et c'est ce partage que je fais. Je ne suis pas un thérapeute qui soigne ou qui guérit, c'est pas du tout de cette nature-là. C'est une autre nature. C'est l'individu, l'amener à se faire confiance, l'amener à se comprendre et à se détacher de toute chose. Quelqu'un qui va me dire oui, on m'a fait ça, ça. Moi je vais dire c'est toi qui es là. Tous les autres, on va les occulter, on va les enlever, et puis maintenant on va parler que de toi. Puis je le mets en confiance, mais sa propre confiance, qu'il ait confiance en lui et qu'il accepte les gens autour de lui tels qu'ils sont pour ne pas les subir.
Très bien. On peut faire genre une simulation. Là, je viens chez toi, je te dis, là, je veux commencer un projet, mais j'ai peur de la famille, je n'aurai pas l'eau, j'ai pas confiance dans les compétences d'elle. Comment on pourra travailler sur ça? Comme si on est en séance d'abord. Le fait d'avoir un projet, tu as une ambition, tu as une volonté pour faire ça. Le fait d'avoir déjà un projet, tu as déjà cette force pour pouvoir aller plus loin. Quelqu'un qui vient sans projet, je pourrais comprendre qu'il a beaucoup de difficultés à aller de l'avant Mais quelqu'un qui vient déjà avec un projet, c'est qu'il a une ambition, il a une volonté d'aller plus loin, il a ce courage, cette force qui est en lui. Donc il faut qu'il se fasse confiance et qu'il aille jusqu'au bout, tout simplement. Et normalement, même son environnement, son entourage devrait le soutenir. Très bien. Alors c'est comme ça que tu travailles avec lui. Oui. J'ai jamais pensé à ça comme ça. Oui. Donc quelqu'un qui a un projet, déjà a le courage de Oui. faire quelque chose. Oui, oui. Et si je reviens, par exemple, je continue toujours Bleu Caddy. Quand j'avais 25 ans, j'étais déjà en poste, j'ai fini mes études, je suis salariée, j'ai un salaire qui tombe, je suis indépendante et tout. Mais j'ai commencé à me poser la question de pourquoi je suis perdue. Et avant de comprendre que tout commence par l'intérieur, je cherchais à l'extérieur. Et je ne savais pas quoi faire. Là, je n'avais pas un plan B. Donc, je suis salariée, mais j'ai d'autres compétences pour faire d'autres projets. Donc, j'étais perdue. Si quelqu'un fait de l'Ekahada, comment tu vas faire avec lui? Alors, lorsqu'il se présente à l'Ekahada, qu'est-ce que c'est? Il n'y a rien à faire à l'extérieur. C'est comme s'il y avait un appel intérieur. Il y a le rejet extérieur. Tu pourras regarder tous les domaines, toutes les personnes. Il n'y a rien qui se présentera, comme si tu étais perdu. Et quand on se sent perdu, c'est parce qu'il y a un appel intérieur qui te dit « regarde, qu'est-ce qui se passe ?» Et là, tu peux revenir, travailler sur toi, et après tu peux regarder le monde extérieur. Tu trouveras des solutions à ce moment-là. D'accord. Ou intégrer un endroit, ou un projet, ou quelque chose. Très bien. Et qu'est-ce qui nous empêche de changer? On est parfois chez une situation difficile, que ce soit le couple, le traitement, c'est insupportable. Et pourtant, il n'arrive pas à prendre avec le pas et quitter le milieu finalement. La zone de confort. C'est la zone de confort qui l'empêche de changer, qui l'empêche de voir autre chose. Parce que pour l'instant, il sait ce qu'il a, mais dans le changement, il ne sait pas dans quelle situation il va se retrouver. Surtout lorsque la plupart des gens ont des charges, ont des loyers, ont des crédits, ont des choses, des frais qui parfois sont assez conséquents, peuvent même bouleverser la vie des gens s'ils perdent leur travail. Donc vouloir changer de vie, il n'y a pas que la situation professionnelle qui doit changer. La situation même quotidienne, elle doit changer aussi. Et ça, quand il y a le changement, ce genre de changement qui arrive, c'est un changement brutal dans la vie de quelqu'un, c'est qu'il y a un changement de paradigme dans sa vie. Il y a un changement en fait de toute chose. C'est que la vie qu'il a choisie ne lui convient plus. Il y a quelque chose qui lui dit c'est pas ça la vie. Je veux autre chose. Et on change et après on se sent seul. L'environnement ديالك كتبدل عليك. Si les autres ou l'entourage ديالك ما دارش le travail عليه حتى هو, tu te sens seul. Comment quelqu'un peut accepter avec la... Parce que quand c'est une souffrance, tu commences un autre challenge. J'appelle ça le changement vibratoire de l'individu. On vibre tous à une fréquence. C'est pas visible, c'est pas palpable, c'est pas descriptible. Mais on vibre à une fréquence. Alors les individus vibrent à une fréquence jusqu'à un certain niveau où ils font, par exemple, quelqu'un qui commence à faire un travail sur lui, il y a un chamboulement dans sa vie qui, justement, il y a tous ces changements qui se présentent, qui se proposent, etc. Les amis qu'il avait l'habitude de côtoyer, ils disparaissent de sa vie, les collègues, pareil. Il y a tout qui change. Pourquoi ? Parce que sa fréquence ne correspond plus à ces fréquences dans lesquelles il était. Et se présente à lui une nouvelle fréquence dans laquelle il ne connaît rien. D'où le fait de ressentir comme si on était perdu.
En fait, on n'est pas perdu. C'est juste une fréquence ou on va dire un monde dans lequel tu es, où tu connais rien, où tu dois tout découvrir, où tu dois tout comprendre, recomprendre. C'est comme si tu réinventais ta vie. Et là se présente peu à peu, lorsqu'on se détache un peu, des personnes qui te correspondent, qui correspondent à ta fréquence vibratoire, qui correspondent à ce que tu es, qui ont les mêmes attraits. Donc il faut juste la patience. Mais... Il faut surtout lâcher prise sur ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, sur pourquoi est-ce que ça c'est comme ça. Toutes ces questions sont des questions qui nous laissent un peu enchaînés. Donc quand on lâche prise sur tout ça, si on demande le changement, il faut y aller jusqu'au bout. Il faut vraiment lâcher. Et ensuite le changement, il se fait naturellement. Très bien. Je sais que tu as écrit des livres. Et le dernier, de l'homme à l'humain, c'est ça? Oui. Pourquoi ce titre? De l'homme à l'humain. Alors pour moi, l'homme, je vais dire quelque chose d'un peu méchant, c'est un animal intelligent. Alors bien sûr, ça ne se dit pas comme ça, mais l'homme, dans sa nature primaire, il est inconscient, il est juste préprogrammé. C'est-à-dire que même à sa naissance, dans ses cellules, il a la mémoire génétique de sa lignée, il a tous les programmes qui lui permettent de respirer, de marcher, etc. Et puis tout doucement, l'éducation de sa famille lui amène des programmes, la culture dans laquelle il est lui amène ses programmes avec lesquels il va. Ensuite, il se forge une personnalité, il peut devenir religieux, il peut devenir spirituel, il peut devenir philosophie, bref, il peut suivre tout un tas de choses. Il se forge une personnalité, mais il est toujours inconscient de lui-même. Mais ça reste un homme. Un humain, c'est complètement différent. Un humain, c'est quelqu'un qui a atteint, on va dire, certains paramètres. C'est comme si il était rentré dans ses paramètres et avait réactivé toutes ses compétences naturelles. Alors, de l'homme à l'humain, c'est la transition de l'homme qui vit dans une société qui le manipule quelque part, parce qu'il obéit à tout un tas de programmes. On lui dit quoi faire, comment le faire. Et puis à un moment donné, il se prend en charge et commence à faire un travail sur lui. Et lorsqu'il commence à faire ce travail, il découvre des choses en lui qui répondent à toutes ces questions qui étaient en suspens. Et là, il a un meilleur discernement, il a une compréhension de la vie qui est tout autre. Il devient même créatif, il peut comprendre les autres. Et celui-là, c'est vraiment un humain. Et ça ne s'arrête pas là, parce que l'humain en lui-même, son évolution, elle est infinie. Elle n'est pas finie, elle n'a pas une limite. C'est illimité, c'est-à-dire que dans ce monde dans lequel on vit, on va trouver des multitudes d'hommes et d'humains diverses, à des degrés différents de compréhension, d'intelligence, de maturation, on va dire, de développement, et c'est du réel, c'est du concret, c'est pas... Très bien. Pourquoi tu as décidé d'écrire le livre? C'était quoi ta motivation? C'était pour partager. Alors, l'écriture en elle-même, c'était pour exprimer ce qui était chez moi enfermé. Alors j'écrivais, je ne m'arrêtais pas. Je ne savais pas ce que j'écrivais jusqu'à ce que je relisais. Et quand je relisais, je me dis, c'est intéressant de partager ça. En fait, j'ai écrit ces livres pour partager ce que moi je vis intérieurement. Qu'est-ce que tu vis? Alors, ce que je vis intérieurement, enfin ce que j'ai vécu intérieurement, de l'homme à l'humain, c'est l'explication, c'est un manuel d'utilisation pour expliquer l'homme à l'homme. Moi, j'avais traduit ça comme ça. On commence par expliquer justement que j'ai essayé d'expliquer que les individus ne font pas très attention à leur ressenti, à ce qu'ils émanent. Ils expriment ce qu'ils émanent, ce qu'ils ressentent vers l'extérieur, toujours vers l'extérieur. Mais ils ne le comprennent pas, ce qu'ils expriment en réalité. Alors, quand on commence à jeter un œil sur ce qu'on exprime, on commence à voir les pensées qui nous emmènent vers
des états émotionnels pas possibles. Alors selon les individus, la colère, la tristesse, la peine, les peurs, les angoisses, toutes ces choses résultent justement de différentes pensées qui en sont les facteurs déclencheurs, on va dire. Donc, c'était ça ta motivation pour... C'était ça, parce que justement, on parlait de la souffrance vécue. J'ai vécu une partie de ma vie dans de grandes souffrances et je me suis toujours posé des questions sur pourquoi est-ce que je souffre, pourquoi je n'ai pas de solution pour la souffrance et pour cette souffrance. Et donc j'ai découvert tout ça et ça a toujours été mis entre nos mains. Hein. C'est-à-dire que si on regarde qu'est-ce que Allah nous a donné, qu'est-ce que Dieu nous a donné, si on prend le côté, on va dire, très spirituel, ben, il nous a donné quelque chose. Il nous dit, vous avez tous les outils en vous pour grandir. Vous êtes redescendu à un état primitif, mais vous pouvez évoluer vers un état parfait. Donc, tous ces paramètres sont en nous, tous les outils, on les a, c'est à nous de nous en servir. Mais si on compte sur l'autre pour faire, on n'a pas de résultat. Même quelqu'un qui va voir un thérapeute, quelqu'un qui vient me voir et compte sur moi pour le guérir ou pour le soigner ou pour lui apporter une solution, il est dans l'erreur de faire ça. Il peut faire ça au début parce qu'il a besoin de soulagement. Il aura un soulagement, mais ça ne durera pas, il reviendra, etc. Tant qu'il n'a pas compris qu'il doit se faire confiance et qu'il doit avoir confiance en ce corps qu'il porte. Parce qu'il est unique. Ce corps n'attend justement que cet individu prête attention à lui. Et plus d'espace peut-être, un peu de lâcher prise. Oui, De lâcher oui, prise. mais quand on fait un lâcher prise et quand on accepte les gens tels qu'ils sont, on fait plus d'espace à l'intérieur. Très bien. C'est quoi le chapitre que tu préfères le plus dans ton livre? Le chapitre que je préfère. J'ai pas de préférence en réalité, mais si je devais résumer, c'est en fait, c'est juste cette approche de cette vision que l'humain a toujours de toucher. Et il faut qu'il touche les choses, il faut qu'il voie les choses pour croire. Et il a oublié que le miracle est en lui, en réalité. Les gens ne croient plus au miracle. C'est très rare. Même quand il y a des miracles, on trouve toujours des explications scientifiques ou autres. Alors qu'en réalité, nous sommes un miracle. Et quand tu regardes notre fonctionnement intérieur, je peux me soulager. J'ai mal quelque part et énergétiquement, je me dis, j'ai mal là, je mets juste ma main et je mets une intention avec un sourire. Et là, la douleur, elle part. Et c'est très bizarre à dire comme ça. Tu dis, mais attends, comment ça va, est-ce que tu es sérieux? Et en fait, c'est sérieux. C'est très sérieux. Mais ça, l'individu doit découvrir ça par lui-même et pour qu'il soit pleinement en confiance dans ce qu'il... Et plus il expérimentera avec lui-même, plus il aura confiance en lui, plus on va dire son pouvoir, le pouvoir qui lui a été donné, se développera ou se relâchera, s'étendra. Très bien. C'est le chapitre, je mets plus le livre, la partie des émotions au l'ego. Oui. Est-ce qu'on peut parler de l'émotion qui la partie m'a choqué un petit peu. La signification, c'est que l'homme est l'esclave des émotions. Oui. Tu peux nous expliquer ça? Je sais comment je dois prendre. C'est toujours le contrôle. Chez les humains, c'est le contrôle justement de ce qu'ils sont. Ils n'ont pas de contrôle sur ce qu'ils sont. Une émotion, elle submerge un humain, il n'a plus de contrôle. D'où ça vient avec l'émotion? L'émotion, ça vient d'une idée, d'un regard, juste vous pouvez regarder une chose ou une personne et puis ça déclenche en vous certaines pensées, certaines idées qui enclenchent certaines émotions parce qu'elles sont liées. Certaines émotions sont liées aussi à un passé un peu turbulent, à des chocs, à des traumatismes. Il faut savoir que lorsque le choc il est très grand ou le traumatisme trop grand, ils sont occultés à l'enfant, surtout dans l'enfance. Les enfants sont protégés, il y a une sorte de barrière de protection qui s'enclenche pour empêcher l'enfant de souffrir
Il vit un choc, un traumatisme, et c'est occulté, tout de suite. Il passe à autre chose. Et en grandissant, par contre, ça remonte. Il suffit qu'il voit quelque chose qui est en lien avec cette chose, et d'un seul coup, un lieu, ça peut être un lieu, une personne, ça peut être n'importe quoi. Et c'est des facteurs déclencheurs comme ça. Et là-dessus, l'humain, il n'a pas de contrôle. Pourquoi? Parce qu'il ne se regarde pas. On va prendre un médicament pour se soulager. On ne se soulage pas soi-même. Donc je regarde cette émotion et je ne détourne pas le regard. Je la regarde et je l'invite et je fais un sourire. Je fais un sourire. Alors le corps peut trembler un peu, mais ça change sa polarité. Quand on fait un sourire, de négatif, elle passe à positif et elle te traverse. Alors quand on fait ce travail sur soi, c'est pas du jour au lendemain, c'est tout le temps comme ça. Et à un moment donné, les émotions n'ont plus l'impact qu'elles avaient auparavant sur l'individu. Très bien. Et l'autre chapitre, c'était l'ego. C'est quoi l'ego? Alors l'ego, c'est la personnalité de l'individu. Alors tu as un humain qui a ce qu'on appelle la partie égotique, c'est la partie mentale. Il travaille avec son mental, et ce mental, à un moment donné, il crée comme une sorte de personnalité. Un individu peut avoir 10 personnalités différentes. C'est comme des masques qu'il va mettre, c'est des égos. Un ego, c'est une personnalité avec shakhsiya, avec une caractéristique spécifique. Ça peut être quelqu'un de religieux, quelqu'un de scientifique, et différents égos qu'il va mettre selon la personne avec qui il va avoir une interaction. Donc c'est des masques en fin de compte. Oui, c'est beaucoup de masques, mais on en a besoin au début de vie, parce que c'est comme ça que se développe l'humain. À un moment donné, tu commences à regarder ça d'une autre façon. Et là, le mental, quand il commence à intervenir pour quelqu'un de conscient, il fonctionne avec ses ressentis, il ne fonctionne pas avec son mental. Et donc, quand le mental intervient, tu peux le regarder et lui dire « retire-toi ». Et là, c'est comme si tu avais la maîtrise de ce que tu es. Alors, c'est toujours l'énergie qui crée la matière et non l'inverse. Donc, une énergie qui vient se condenser, comme par exemple, je vais donner un exemple, chez des gens qui tombent malades, quelqu'un qui va développer une tumeur, peu importe, cancéreuse, dans son corps, c'est quelqu'un, par exemple, qui a eu la même émotion pendant 10-15 ans, toujours la même émotion qui le torturait. Stress, on pourrait parler de choses qui sont fixes, c'est-à-dire qu'il a toujours le même ressenti. Et à un moment donné, tout ça, qu'est-ce que c'est ces sentiments? Qu'est-ce que c'est ces émotions? C'est de l'énergie. Et cette énergie, à force d'être véhiculée toujours dans le même endroit, qu'est-ce qui se passe? Il faut savoir que chaque organe exprime quelque chose. Le foie, la colère, la tristesse, les reins, je crois que c'est la peur, etc., etc. Donc, et cette énergie, elle vient, à force d'alimenter toujours le même endroit, elle vient se cristalliser. Et ça devient une tumeur. Mais on peut faire inverse. Renvoyer la cristallisation à l'énergie. Alors, ça, c'est un travail sur soi. Mais quelqu'un qui a déjà fait un travail sur lui, il ne développe pas de tumeur. Donc, il est en accord avec son corps, il remercie son corps, ses organes. Il est en contact permanent avec son corps. Très bien. Et vu qu'on est dans un podcast destiné les salariés, le stress, l'anxiété, comment quelqu'un peut gérer des émotions? Toutes ces émotions, on peut gérer toutes les émotions. À une condition, c'est de lâcher prise sur l'autre. La cause de toutes ces émotions sont toujours l'autre. Au sein d'une entreprise, quelqu'un qui est frustré, il est frustré par les autres. Il est frustré par le travail qu'il fait, par le traitement qu'il subit. Il est frustré par le quotidien qui devient lourd, chaque jour pesant.
Et ça dépend qui, parce qu'il y en a, ils gardent en eux, et puis un jour ils explosent, des burn-out, etc. Mais une gestion des émotions, c'est une gestion des émotions par soi-même, pas par médicament. On ne va pas prendre un médicament, parce que le médicament, qu'est-ce qu'il va faire? Il va en fait prendre, comme si occulté, il va te mettre une couverture sur... Juste calmer un peu voilà. la douleur. On peut utiliser les médicaments, bien sûr, pour se détendre, c'est normal. Mais quand on parle d'un retour à soi ou d'un travail sur soi, c'est de regarder toutes ces émotions qui viennent nous accabler et de dire, toi je te connais. Je sais la finalité, je connais le chemin. Et là, ça change, parce qu'il n'a plus d'emprise. C'est ça la différence. Et puis aussi, pour les salariés, les interactions avec leur environnement, avec les gens avec lesquels ils travaillent, avec leurs collègues, il faut lâcher prise sur les autres. Chacun a un travail à faire. Tu viens, tu fais ton travail et tu t'occupes de rien. Essaye d'avoir un maximum une bonne entente avec les autres. Et quand il y a une énergie toxique, on pourrait dire ça comme ça, à ce moment-là, il faut avoir une intention de se protéger et de souhaiter toujours aux autres ce qu'on voudrait pour soi-même. C'est la plus belle des intentions, c'est le mieux à faire. Pour pouvoir se sortir de ce quotidien un peu redondant. C'est comme une roue d'hamster dans laquelle on ne sort pas. Hein. Et les gens cherchent des solutions à travers des tas de choses. En fait, c'est votre environnement que vous devez... exactement, c'est vos attitudes vis-à-vis de cet environnement, de toutes ces personnes avec lesquelles vous travaillez, ou avec votre famille, avec vos enfants, avec lesquels vous devez faire confiance à chacun. Chacun doit vivre sa vie, on a confiance dans ce que vous êtes, dans ce que vous faites. Voilà, je me retire. Vous n'êtes pas responsable de l'autre. Ouais. Vous pouvez être responsable de vos enfants parce qu'ils sont jeunes, ils ont besoin d'être accompagnés. Vous n'êtes pas responsable de personne d'autre que vous-même. C'est très difficile, mais c'est très soulageant si la personne arrive à faire ça. Oui, ouais. C'est soulageant dès qu'il commence à vouloir faire quelque chose. Ouais. Dès qu'il veut faire quelque chose, dans ce sens, il sent le soulagement. Parce qu'il avait l'intention de se déconnecter. Si on se met dans l'idée que je vais accepter les gens comme ils sont pour ne pas les subir, et je vais essayer d'être sympathique avec moi-même en ne rentrant pas en conflit, parce qu'on n'est pas sympa avec les autres, on est sympa avec soi lorsqu'on ne rentre pas en conflit avec les autres. Ouais. Parce que si tu rentres en conflit avec les autres, tu es en guerre avec toi-même. À l'intérieur, ça boue. Hein. Tout se déclenche, c'est la guerre totale. Donc ici, c'est d'être en paix avec soi. Là, je réfléchis à un autre truc. Si là, on lâche prise et on laisse chacun y dire ce qu'il veut, c'est comme si on s'en fout des autres, non? Non, c'est pas à ce niveau-là. Hein. On s'en fout pas des autres. On peut participer, proposer des choses, mais il faut savoir se retirer et faire confiance. Ouais. C'est dans ce sens-là. Ce n'est pas on accepte tout le monde comme il est, chacun fait ce qu'il veut. Non, c'est pas ça. Si vous êtes chef d'un secteur et que vous avez 10 personnes à gérer, il va falloir leur donner les directives et puis leur faire confiance. C'est pas être derrière eux tous les 2 minutes. Ouais, donc, de son expérience. Voilà. Donc on attend le résultat final et ensuite on fait les remarques. Ouais. C'est pas on fait les remarques avant le résultat. Donc c'est un peu ça le challenge. Très bien. Mohamed, c'est que si tu veux revenir à une période de ta vie, l'enfance, peu importe, quelle période une période de ma vie tu veux vivre, revivre. C'est très... Il y a des périodes de ma vie, mais les années 80 ont été la période... c'est la période que j'ai... Vraiment une période que j'ai bien vécue. C'est de l'adolescence à... On va dire entre 16 ans et 19 ans. Pourquoi ? Parce que j'avais beaucoup d'amis et c'était des amis qui m'ont apporté beaucoup.
ils m'ont apporté, c'est-à-dire que c'était une période où j'ai vécu dans un environnement, dans le nord de la France, où j'avais jamais vécu, dans lequel j'ai découvert de nouvelles personnes, en fait, dans mon quotidien. Alors qu'auparavant, j'avais les gens avec qui j'ai vécu toute ma vie avec eux, depuis mon enfance. Et puis là, quand j'ai fait ce changement, d'ailleurs, c'est là que j'ai commencé à travailler. D'ailleurs, j'avais quitté l'école et j'ai commencé à travailler. Et ces gens m'ont apporté beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. On faisait beaucoup la fête et il y avait beaucoup de joie. Et c'était un environnement que je ne connaissais pas. Donc c'est la période, on va dire, que je retiens le plus. Très bien. Pourquoi ça a changé? Pourquoi t'as pas... Je ne vais pas dire que tu n'as pas dit la joie avec l'époque, mais pourquoi c'est plus spécial que maintenant, par exemple? Parce que j'ai voulu faire d'autres choses. J'ai quitté, après ça, vers 22 ans, j'ai quitté ce lieu, je suis parti vers un autre lieu, je me suis mis à travailler pendant des années, j'ai travaillé. J'ai travaillé très longtemps. Et j'arrêtais pas de courir pour essayer de bâtir un monde, le monde que je voulais. Mais le monde que je voulais ne se construisait pas. Parce que ce que j'exigeais des autres ne se réalisait pas. Et ça, je l'ai réalisé bien après. C'est-à-dire que si je devais réaliser quelque chose, il n'y a que moi qui peux réaliser cette chose. Je ne peux pas compter sur les autres pour réaliser mes rêves. C'est ça l'erreur اللي كنديروا ولا كيديروا la majorité ديال الناس, on attend quelque chose de l'autre au lieu de regarder, c'est nous qu'on a le pouvoir. Oui, oui. Quelqu'un qui attend de l'autre que de réaliser le projet que toi tu as bâti, que tu as construit, qui fait partie de tes rêves, c'est-à-dire tes rêves à travers ton ambition, ta volonté de vouloir bâtir cette partie, on va dire un morceau ton petit coin, ta petite planète, ton environnement dans lequel tu puisses partager tes rêves, eh bien ça ne marche pas. Il faut le faire soi-même et faire participer les autres. Ça ne veut pas dire que les autres, il ne faut pas les intégrer, il faut faire participer les autres, leur parler du projet. Dire voilà, moi j'ai tel projet, est-ce que ça vous intéresse? Mais compter sur les autres, non. C'est pas leur projet, ils ne peuvent pas porter ton projet. Ouais, on n'a pas le même regard. Non. Et puis énergétiquement, quand un projet se crée, il se crée avec l'énergie de l'individu. Ouais. Si une autre énergie vient, il y a sabotage ou il y a on va dire quelque chose qui rompe la chose. C'est ce qui arrive le plus souvent. Très bien. Si quelqu'un veut lire ton livre, c'est quoi le message principal que tu veux transmettre ou là qu'ils doivent sortir avec ton livre? Le livre, il a été fait comme un manuel. Un manuel expliquant le fonctionnement de ce corps. Donc l'individu qui va l'ouvrir, peu importe qui, qui va l'ouvrir, qui va porter une attention sur ce livre, automatiquement, il va le comprendre. Il va comprendre de quoi il parle. Il va saisir. Il peut y avoir des phrases qu'il va falloir peut-être traduire dans un langage un peu plus terre à terre, mais en général, les gens tout de suite ils sont comme guidés vers quelque chose qui leur dit hop, il va falloir regarder un petit peu l'intérieur. Vous-même, vous regardez vous-même, vous centrez pour pouvoir comprendre tout ce que vous êtes quelque part. Très bien. Avec le recul, c'est quoi ton regard, ton opinion sur le monde salariat ou le mode du travail de 8h à 18h? Le monde du travail, pour moi, il doit apporter quelque chose au monde, aux gens. Il doit apporter quelque chose. Le problème, c'est que le monde salarial, aujourd'hui, c'est le gain, c'est le profit, c'est les parts de marché, c'est tout ça. Donc, ça fait partie, on va dire, de notre quotidien, quelque part, parce que le monde fonctionne comme ça. Mais un monde idéal n'est pas comme ça, en réalité. Et si tout le monde, justement, se livre
explique les méthodes, on va dire, de cheminement vers soi, si tout le monde pouvait découvrir. D'ailleurs, tous les gens conscients qui créent des entreprises n'ont rien à voir avec... c'est très créatif, c'est toujours le développement de quelque chose, c'est toujours partager quelque chose, c'est toujours... ça apporte quelque chose aux autres, et c'est pas tourné que vers quelque chose. Moi, le monde des entreprises aujourd'hui, il est en défaut de ne pas créer quelque chose de bénéfique pour les humains. Mais c'est mondial, hein, c'est partout. Donc on crée des choses qui sont pour bâtir un monde dans lequel on veut toujours plus. On ne cherche pas la qualité, on veut toujours gagner plus, créer plus de choses qui va rapporter. Donc celui qui a la meilleure idée pour, on va dire, créer un objet qui va se vendre à des millions d'exemplaires, etc., etc. Peut-être on cherche le succès, la réussite. Le succès, tout le monde cherche ça, mais est-ce que le succès vraiment apporte le bonheur? C'est quoi le succès déjà? Oui. Parce qu'il n'y a pas une seule définition du succès. Oui. Chacun a une définition. Pour moi, maintenant, je pense que je suis arrivée à un stade où le succès, pour moi, c'est vrai que j'ai des rêves, des ambitions, mais c'est la paix intérieure. Si j'ai ça, je pense que le reste, il sera plus fluide, plus simple. Oui, parce que tu as fait un travail sur toi. Alors pour toi, la réussite, le succès, c'est la paix intérieure, la joie, l'idéal, c'est cet équilibre d'être toujours on va dire, dans ton bien-être. Ça, c'est ta réussite. Mais parfois, on oublie. Parfois, j'oublie tout ça, je commence à chercher tout ce qui est matériel. C'est normal, parce que dans ton quotidien, tu as besoin de fond. Parce que le monde, il tourne comme ça. Le monde dans lequel on vit a besoin de matière. La matérialité, l'argent est utile pour notre quotidien, pour manger, payer nos factures, etc. Donc, et puis aussi, si on veut avoir un quotidien dans lequel on se sente bien, on a besoin de gagner plus d'argent ou d'être plus ambitieux pour atteindre une qualité de vie. On veut aussi la qualité de vie, on veut pas vivre juste limite, payer juste nos factures et puis à la fin nous retrouver... donc tout le monde aspire à être dans des... je ne vais pas dire vivre des vies de château, mais des meilleures conditions et être à l'aise. Le problème de ce monde, c'est que le monde se divise entre ce que les grandes entreprises, les industriels veulent et ce que la société propose aux gens. C'est ce que les gens attendent aussi. C'est deux mondes différents. Aujourd'hui, la plupart des gens acceptent ce qu'on leur propose parce qu'ils n'ont pas le choix. Mais quelqu'un de conscient, il ne choisit pas. Il a le choix, c'est-à-dire qu'on ne lui impose pas. Il choisit lui-même sa voie. Et d'ailleurs, tous les gens qui ont fait un travail sur eux sont indépendants, pour la plupart. Ouais. Parce que ça devient difficile d'accepter avec le... C'est un environnement très difficile, hein, parce que c'est un environnement cloisonné, préprogrammé. Donc on t'oblige à rentrer dans une case. Si tu ne rentres pas dans la case, forcément, tu seras un peu mis. Mohamed, on arrive à la fin de l'épisode et je pose toujours les deux questions. Oui. Si c'est le dernier jour de ta vie, quelle est la chose que tu es le plus fier بها? Quelle est la chose que tu vas regretter? J'ai déjà cette réponse. Je suis fier de l'expérience, d'avoir vécu cette expérience. En même temps c'est une expérience qui m'horrifie quelque part. Mais je suis content de l'avoir passée. C'est une expérience que j'ai vécue et je garderai la joie de l'avoir vécue quelque part. Très bien. Un regret? Aucun regret. Aucun regret, parce que les regrets, ils viennent avec toujours les émotions. Les regrets, sont liés à quelque chose que tu reproches, ou des reproches que tu peux te faire, ou
de la culpabilité. Je n'ai pas de culpabilité. Je n'ai pas de reproche à faire à qui que ce soit, ni à moi-même, d'ailleurs. Donc, Très bien. Oh, quel apaisement. C'est pas si évident. Un dernier message, les gens qui nous regardent. Oui. Quelque chose que tu veux transmettre. Eh bien, ça vient pas de moi, mais j'ai retenu ça, je ne sais pas d'où ça vient. Hein. C'est quelque chose que j'ai toujours... Et seuls ceux qui rêvent peuvent voir leurs rêves se réaliser. Répète. Seuls ceux qui rêvent peuvent... Alors, je vais le dire face caméra. Alors, c'est un message qui est assez fort. Ouais. Seuls ceux qui rêvent peuvent voir leurs rêves se réaliser. Très bien. C'est... Si tu veux l'expliquer. Alors, l'expliquer, c'est-à-dire que j'ai toujours eu ce message en moi. Je l'ai entendu quelque part, hein, ça ne vient pas de moi, mais j'ai l'impression qu'il m'habitait déjà. Et lorsque je l'exprimais souvent avec ma famille, je disais, seuls ceux qui rêvent peuvent voir leurs rêves se réaliser. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que sans les rêves, il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de but, il n'y a rien. Donc, tu es obligé de créer quelque chose pour pouvoir le mettre en application. Et donc, c'est cette partie imaginaire, toute cette imagination que nous avons sont nos rêves. Nous avons des rêves. Ouais. Et si nous n'avons pas de rêve, qu'est-ce que nous sommes? Il y a le néant. Ouais. Il n'y a rien qui habite. On n'est pas des machines. Donc, un vrai humain, il rêve de choses qu'il veut voir réalisées. Ouais. Donc, c'est ça. Il y a ce message qui est très parlant, et seuls ceux qui rêvent peuvent voir leurs rêves se réaliser. Très bien. Alors, sur ce message, je remercie Mohamed énormément à l'échange, merci à vous. le partage, et je vous laisse mettre la phrase Hadi. Et بغيت نقول لكم rêvez grand, ou surtout امنوا بلي rêves ديالكم كل حاجه تقدر ترياليزا en fin de compte. Et merci elle a le temps ديالكم. Merci à vous.